ce qu'on ne veut pas voir parce que c'est trop dérangeant, c'est la passion sadique qui habite l'âme humaine. Sade, heu, est celui qui permet de révéler, cette passion sadique qui habite l'homme. On observe actuellement une, très forte brutalisation des, relations humaines au plan des relations internationales, au plan des relations politiques, au plan des relations, sociales. Il ne cesse de célébrer une vertu sacrée, dit-il, c'est l'égoïsme absolu. Donc on passe d'un système métaphysique qui fonctionne sur l'amour de Dieu à un système métaphysique qui fonctionne sur l'amour de soi. Ça aura des conséquences pratiques considérables. Pourquoi? Parce que ça va donner ce qu'on appelle le premier capitalisme. Le premier capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme de production, celle qui met de l'ouvrier dans l'usine pour le faire produire, et cetera, contient une dimension, sadique dans la mesure où il faut prendre à l'autre quelque chose, lui prélever quelque chose. Ce prélèvement, c'est le prélèvement de la plus-value. Vraiment, mon vœu, c'est de me tromper et ce que je vois en ce moment me, dit: «Non, tu as repéré quelque chose qui est en train de se passer, il faut que tu avertisses». C'est ton boulot de philosophe d'avertir tes congénères que nous sommes entrés dans une époque hautement, dangereuse. Donc si on va au bout du programme sadique, on va vers l'effondrement. Oui, en finir avec le genre humain. Je crois que c'est le projet sadien dans lequel nous sommes embarqués. Daniel Robert Dufour, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau sur la chaîne YouTube du média Élucide. Vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'université Paris 8 et vos travaux portent sur les fondements de la culture et ses transformations. Vous venez de faire paraître aux éditions du Cherche-Midi Sadique Époque, un ouvrage dans lequel vous dressez le constat d'une nouvelle ère dominée par le sadisme sous le règne du marché total néolibéral. À notre époque, c'est la cruauté et l'égoïsme qui l'ont emporté. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, vous êtes remonté à celui qui a peut-être le plus à nous apprendre sur le sadisme, à savoir le marquis de Sade lui-même. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément cet individu, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était le marquis de Sade? Alors le marquis de Sade, c'est l'ombre dans les lumières. C'est voilà, cette part d'ombre dans le siècle des Lumières. Donc c'est le XVIIIe siècle, il naît en 1740, il meurt en 1814. Et alors que, les Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot, essaient d'apporter, de la raison dans les relations humaines, lui, prend une position inverse et donc c'est la part d'ombre donc de, ces, lumières. Il est né dans une, famille, noble. Sa mère appartient à la noblesse, vraiment la haute noblesse, c'est la branche cadette des Bourbons, donc la famille royale. Et son père est un noble important, du Languedoc et il est alors c'est intéressant, vous allez voir, il est co-seigneur de Mazan et Mazan, ça vous dit évidemment quelque chose puisque c'est là où, donc cette, tragédie très sadienne ou même sadique s'est passée avec ce monsieur Pellicot donc et ses, exploits entre guillemets, «sadiques» que chacun, connaît donc vous voyez que les filiations sadiques se transmettent bien, peut-être malheureusement mieux que d'autres. Sa mère est une femme très puritaine, son père est un libertin totalement dévergondé et donc cette femme décide, lorsque Sade a 4 ans, de rentrer au couvent. Donc elle rentre chez les bénédictins et à l'âge de 4 ans, le père qui ne sait pas s'occuper de son fils, le confie à, son frère Jacques-François, de Sade, qui est l'abbé de Sade, abbé libertin, mais très érudit et c'est l'abbé Jacques-François qui fera, l'éducation de Sade, qui sera son précepteur jusqu'à l'âge de 10-11 ans et qui donc lui donnera une excellente formation philosophique et une formation libertine, tellement que, Sade sera plus libertin encore que son père et que son oncle. Vers l'âge de 20-21 ans,
Il est déjà connu comme un grand libertin, avec, toute une série d'aventures, qui apparemment ne lui suffisent pas parce qu'il veut toujours plus et donc il monte des espèces de traquenards pour, vivre, disons, des scènes qui sont des scènes perverses en payant des gens pauvres, des femmes, des hommes, pour, donc, participer à des, une sorte de théâtre pervers qu'il, affectionne. Et si je dis ça, c'est parce que c'est là-dessus, à partir de ces affaires, il y en aura 4 qui seront passées en justice, qu'il, sera à la fin, c'est-à-dire en 1777, interné au château de Vincennes, puis ensuite à la Bastille. Donc il y a 4 affaires importantes pour lesquelles il est jugé. Il s'est enfui en en Italie, il s'est enfui avec la sœur de sa femme qui était aussi, chanoinesse bénédictine et qui était follement amoureuse de Sade. Il faisait un ménage à 3 et cetera. Libertinage, maximal, même au-delà du de ce qu'on appelle le libertinage, puisqu'il y a une dimension nettement, perverse dans toutes ces, pratiques. Alors un point important, c'est, son goût pour le théâtre. Lorsqu'il est poursuivi, il va se réfugier dans son château de Lacoste et en 1771, il crée ce qu'on pourrait appeler le premier grand festival de théâtre de Provence. Parce qu'il accueille des acteurs, des actrices, il fait des mises en scène, il a organisé le château pour qu'il y ait 2 salles, une salle pour la comédie, une salle pour la tragédie et cetera et tout ceci se termine, souvent ces représentations dans des, bon, je vous laisse imaginer les scènes, sadiennes, voire sadiques qui peuvent, se dérouler. Donc, il est attrapé à la suite d'un certain nombre d'exactions, notamment une qui ne plaît pas à la mère de sa femme qui s'appelle Renée Pélagie, heu qui est la fille de, madame de Montreuil et d'un président d'une, cour de justice de Paris et donc elle a des relations avec Sade un peu étranges pendant pas mal de temps, un peu incestueuses, mais ça commence à mal tourner à partir du moment où Sade, donc, embarque la sœur de sa femme, c'est-à-dire, la deuxième fille, de la famille pour partir avec elle, en Italie et là, ça commence à très mal tourner et donc madame de Montreuil, dite la présidente, veut faire attraper, Sade pour, l'empêcher d'une certaine façon de nuire et laver l'honneur de la famille. À partir de là, commence, une deuxième vie pour, Sade, c'est-à-dire la vie en prison. Il aura été enfermé 27 ans et demi c'est-à-dire la moitié de sa vie adulte et il aura, été enfermé puisqu'il a été enfermé par une lettre de cachet, en 1777 et il sera libéré avec l'abolition des lettres de cachet, avec la Révolution française en 1790. Mais bon, il se retrouve ensuite comme révolutionnaire, un noble passé du côté de la Révolution, mais plus révolutionnaire que les révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il veut abolir tout, abolir toutes les lois. Ça donnera d'ailleurs un fameux chapitre qui est le chapitre, 5 de ce livre, étonnant qui s'appelle «La philosophie dans le boudoir». Français, encore un effort pour être républicain. Être républicain, ça veut dire il faut plus de loi. Tout est permis, l'inceste, le parricide, le crime est permis et cetera. Il y a aucune limite, qui puisse, entamer ma, toute-puissance. Voilà la profession de foi de Sade. Et donc, ce qui est formidable, c'est que, Sade, heu, est celui qui permet de révéler, cette passion sadique qui habite l'homme. C'est pas c'est cette passion sadique habite l'homme depuis probablement toujours, mais c'est Sade qui la révèle. Il la révèle parce qu'il est enfermé, parce qu'il ne peut plus monter, son petit théâtre pervers, ses scènes, sadiennes qu'il affectionne et cetera et qui se retrouve en prison
Et donc là, il va, se créer une sorte de théâtre mental en imaginant, des scènes qu'il dira écrites à l'encre rouge, c'est une métaphore pour le sang, où il va raconter toutes, donc les façons de faire prévaloir cette absence de limite et donc l'idée que rien ne peut l'empêcher de dire et de faire ce qu'il veut. Mais pourtant, des comportements sadiques, il y en avait quand même bien avant Sade. Alors pourquoi il a fallu l'attendre lui pour découvrir en quelque sorte le sadisme? Sade est celui qui nous révèle la passion sadique qui existait avant Sade, mais qui habite, l'homme. Les autres sadiques qui existaient, il y en a beaucoup, que Sade admire beaucoup. Néron, Caligula, Héliogabale, chez les empereurs, grecs, sont, évidemment bien connus, mais eux, ils se sont contentés de vivre leur vie de pervers sadiens. Avant la lettre, bien sûr. Tandis que Sade, ayant été enfermé, ne pouvait plus la vivre et donc a été contraint à l'écriture. Et donc ces milliers de pages écrites par Sade, des milliers, c'est, je sais pas, la Pléiade, c'est déjà, qui recueille tous ces 3 tomes de la Pléiade, c'est près de 5000 pages, hein. Plus 4 ou 5 autres 1000 pages publiées dans l'édition complète de Jean-Jacques, Pauvert, qui racontent par le menu, tous les exactions qui lui passent par, la tête, et qui visent à alors c'est comme ça qu'il faut définir, je crois, la passion sadique. Moi, je la définis comme, de la façon suivante: la passion sadique consiste à vouloir prendre, heu, tout ou partie de ses avoirs, de ses esprits ou de son être à l'autre pour en jouir au sens libidinal du terme, c'est-à-dire sensuel, l'effusion des sens, et au sens juridique du terme. Le sens juridique du terme, c'est utiliser les biens de l'autre pour en jouir. C'est ça, je crois, la passion sadique. Et si vous me permettez un court-circuit, ce qui s'est passé il y a quelques jours au Venezuela, c'est un acte sadique. C'est un acte sadique parce qu'il s'est agi de prendre quelque chose à l'autre pour en jouir. Donc ça me fait penser que nous sommes entrés dans une nouvelle époque sadique et c'est à ceci que mon livre est consacré, l'exploration de la nouvelle époque sadique dans laquelle nous sommes entrés. Il y en a eu avant, par exemple, le nazisme était aussi prendre la vie de l'autre pour, en jouir et réputer, l'autre comme un sous-homme, pour jouir de sa supposée position de surhomme. Nous entrons, je crois, dans une nouvelle époque, nouvelle époque sadique. Alors pourquoi le marquis de Sade est important? Qu'est-ce qu'il a révélé de la nature humaine? Il a révélé que, nous possédions en chacun de nous existait cette passion sadique. Et c'est connu depuis, je dirais, depuis un certain temps, mais l'avoir sous cette forme étalée à longueur de page, de milliers de pages, c'est, quelque chose qui est totalement saisissant. Évidemment, j'ai été, pour écrire ce livre, obligé de relire ces pages. C'est des milliers de pages et je vous assure que quand on lit Sade, on tombe malade et souvent on veut pas voir parce que c'est trop affreux. Et cependant, on le sait depuis toujours. Depuis toujours au sens où on le sait depuis que la philosophie existe. Depuis la philosophie, grecque. Dans, La République, par exemple, il y a, je crois que c'est au livre 7, si je me souviens bien, il y a une définition par Socrate, qui parle à Glaucone, son interlocuteur, de l'homme démonique. L'homme démonique, c'est celui qui est habité par cette passion que rien ne peut contenir. Donc tout l'enjeu de la philosophie depuis la nuit des temps, c'est, depuis, les temps grecs, c'est de contenir cette passion sadique qui habite l'homme. Et la seule possibilité de contenir cette passion sadique, c'est qui habite, disait, Socrate, l'âme d'en bas, il appelait ça, l'épithumia, le siège des passions concupiscentes qui vont vous faire des pires folies, qui vont vous faire désirer votre mère, votre fille, tuer votre père, et cetera, et cetera. Toute une série d'exactions qui font
jouir littéralement le sujet, c'est évidemment tout l'enjeu de la philosophie, c'est de contenir cette passion sadique profonde qui habite l'homme. Et c'est possible pour autant que, l'autre, partie de l'âme, parce qu'il y a une autre partie de l'âme qui s'appelle le nous, qui se construit par genèse sociale, c'est-à-dire par fréquentation du philosophe, par fréquentation du maître. C'est pour ça il y a une paideia grecque qui était faite pour que les jeunes élèves grecs contiennent cette passion démonique, on ne disait pas évidemment sadique à l'époque, mais cette passion démonique qui habite tout homme, et qu'il sache maîtriser ses passions et ses pulsions pour essayer d'en faire quelque chose. Alors, il y a toute une genèse sociale de cette instance qui peut tenir en respect cette âme d'en bas, c'est cette âme d'en haut qui est formée par fréquentation du maître, dans la discursivité, par trois types de maîtres chez Socrate et Platon, par le grammatiste qui enseigne les petites lettres et qui permet que je ne sois pas comme un furieux qui hurle, qui crie, etc., mais que je sache articuler, c'est-à-dire c'est l'entrée dans une discursivité articulée, démonstrative, c'est l'entrée dans le logos en fait. L'autre, c'est le maître à la palestre qui permet la discipline des corps dans le gymnase, que je ne me batte pas comme un furieux avec un autre, mais qui est des règles de la lutte, que je puisse discipliner mon corps devant un autre qui discipline aussi mon corps, de façon à ce que si nous voulons nous affronter, nous pouvons le faire, mais selon un certain nombre de règles. Et le troisième, c'est le sitariste, musicien, parce que, la musique, c'est évidemment ce qui porte un centre de passion. La musique, quand vous écoutez de la musique, vous êtes pris par une passion gaie, vous avez envie de danser, de bouger votre corps, ou si vous êtes pris par une passion triste, un affect triste, et cetera. Et donc la musique, c'est ce qui, va ordonner ces passions pour les mettre dans des harmonies, dans des rythmes, dans, des notes qui sont des notes qui constituent donc une capacité à symboliser. Donc ce qui peut contenir la passion sadique qui habite l'homme, c'est l'accès au symbolique. C'est l'accès d'une certaine façon à toutes les facettes de la culture. Et si la culture s'effondre, faible, eh ben vous avez une remontée, de cette, passion sadique, et je crois que c'est en fait ce qui se passe à notre époque, puisque la culture de notre époque cède, et il y a des bonnes raisons à ça, devant cette passion sadique qui habite de tout temps l'homme. Et si elle cède, cette culture, eh bien, elle laisse passer, des, différentes formes dans laquelle cette passion sadique s'actualise. Et on observe actuellement une, très forte brutalisation des, relations humaines, au plan des relations internationales, au plan des relations politiques, au plan des relations, sociales. Et si on observe ça maintenant, c'est parce que notre culture actuelle est une culture qui exalte beaucoup plus les passions qu'elle ne sert à les, contrôler et à les maîtriser. Je crois que c'est et il y a des explications, très, évidentes à ceci. C'est donc le fait que nous sommes dans une culture qui exalte ce fonctionnement passionnel et pulsionnel. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Ce qui est assez frappant chez Sade, vous le montrez bien, c'est que son sadisme, finalement, c'est pas tout à fait un nihilisme dans le sens où il ne rejette pas toutes les normes. Il explique au contraire qu'il est extrêmement fidèle aux lois de la nature. Alors comment ça fonctionne sa pensée? Alors, c'est là le côté sombre de Sade, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, bon, il y a des lumières, il y a, heu, Diderot, Voltaire, Rousseau. Alors Rousseau, chez Rousseau, c'est la bonne nature. La nature est bonne chez Rousseau. Il est l'amant de la nature, dit-il Rousseau, parce que la nature est bonne, nous emmène, contempler des, puissances extraordinaires, des gouffres extrêmes devant lesquels on se sent petit, et cetera. Il y a une puissance de cette nature, mais la nature est fondamentalement bonne.
Heu, Sade est un lecteur de Rousseau, un grand lecteur de Rousseau et pas seulement un lecteur de Rousseau, hein. On a retrouvé, la liste de ses livres qu'il avait dans sa cellule, à la Bastille. On trouve près de 1000 livres. Et des livres de philosophie, beaucoup de livres de Rousseau, des livres de toutes sortes, des livres de théâtre, et cetera. Il était extraordinairement cultivé. Il avait que ça à faire, me direz-vous, puisque quand on a fermé 27 ans de sa vie, il faut bien s'occuper. Donc, il s'est occupé à la lecture et à l'écriture. Et il a développé une autre facette de cette nature, qui est la nature féroce. Pas la bonne nature de Rousseau, pas l'homme est bon en venant au monde, à la naissance, mais au contraire l'arrière-plan de cette nature, donc d'une nature féroce, qui est en quelque sorte, si on peut dire que la nature de Rousseau, c'est la bonne mère qui s'occupe de son enfant, la nature féroce de Sade, c'est la mauvaise mère. C'est la mère archaïque, la mère qui fait un enfant pour le reprendre en son sein. Pour, c'est Médée, si vous voulez. C'est la généralisation de cette figure de Médée qui reprend ses enfants pour, les reprendre en son sein, les broyer, et cetera et les réabsorber pour, donc que, ce qu'il appelle avec dédain la propagation. La propagation, c'est le fait de faire des enfants, soit constamment réabsorbée et pour que essayer à terme de reformer autrement l'être humain. Donc, chez Sade, on a affaire à une nature violente. C'est une nature violente qui réabsorbe constamment ces créatures pour les recréer autrement. Donc, c'est pas un nihilisme. Il y a vraiment derrière un arrière-fond, pas pour réduire à rien, c'est pour refaire autre chose, en mieux, en plus puissant, avec une volonté de puissance extrême pour faire un homme sans limite, d'une certaine façon. Et ça, c'est aussi une dimension qu'on retrouve très fortement dans notre époque, avec les dimensions dites du transhumanisme, par exemple. C'est une tentative de refaire l'homme plus fort, avec les tentatives de construction d'une intelligence artificielle plus forte que notre intelligence naturelle, c'est la tentation de refaire un homme plus fort que ce qu'il n'était. Et pour le faire plus fort, il faut détruire l'ancien homme. Et c'est le projet sadien. Le projet sadien, c'est la destruction de l'humanité. Il le dit clairement, hein. Ouais, C'est donc la le destruction de meurtre, pour l'humanité. lui, Le meurtre, voilà. c'est tout à fait ce qu'attend la nature de lui. Absolument. Par exemple, si vous lisez, dans la philosophie, dans le boudoir d'Olmancé, qui est l'instituteur immoral, il dit que le meurtre est voulu par cette nature puissante, cette première nature et il s'agit donc d'assumer, le meurtre pour que l'homme renaisse sous une autre forme plus puissante. Quelle place il y a pour la religion dans un système sadique? Alors alors ça, c'est une excellente question parce que, j'ai repéré qu'au XVIIIe siècle, on observait un renversement, ce que j'appelais un renversement de la métaphysique occidentale. Alors je ne vais pas me lancer dans des grands discours sur la métaphysique occidentale, mais simplement je vais indiquer qu'avant cette métaphysique était tenue par, une idée, par un point, c'était l'amour de Dieu, amor Dei. Ça fonctionne, jusqu'à Pascal. Dieu est grand, l'homme est petit, la petitesse de l'homme, c'est tout le thème de Pascal. Et à partir de Pascal, donc, on est là vers le milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire vers 1660. À partir de ce moment-là, jusqu'au début du XVIIIe siècle, 1714, et donc je donne cette date parce que c'est la parution de ce livre de Mandeville qui s'appelle La fable des abeilles, qui donc propose d'en finir avec cette idée que tout est tenu par l'amour de Dieu, et il propose le contraire. Tout est tenu par la mort suit, l'amour de soi. Et il n'y a pas de limite donc à ce que
on peut, qu'on puisse imposer à l'amour de soi. Donc c'est un renversement de la religion. C'est-à-dire la vieille métaphysique est renversée, violée par Sade, si je puis dire, et d'abord par Mondeville, puis ensuite par Sade, pour mettre à la place de Dieu, donc l'amour de soi. Et c'est cette, «vertu» entre guillemets qui va être célébrée tant par Mandeville qu'ensuite par Sade. La formule donc de Mandeville, c'est les vices privés, tout ce qui vous habite comme vice sans aucune limite, sont à célébrer parce qu'ils permettent la vertu publique, c'est-à-dire la richesse publique. Et chez Sade, il ne cesse, qu'on a présenté comme anti-religieux à tort, puisqu'il ne cesse de célébrer une vertu sacrée, dit-il, c'est l'égoïsme absolu. Donc on passe du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, d'un système métaphysique qui fonctionne sur l'amour de Dieu à un système métaphysique qui fonctionne sur l'amour de soi. Ça aura des conséquences pratiques considérables. Pourquoi? Parce que ça va donner ce qu'on appelle le premier capitalisme. Ce qui est fou quand on lit Sade, c'est qu'on se dit, bon, ça a tout l'air d'être quand même un cas pathologique lourd, et des sadiques, il y en a eu avant lui, il y en a eu après. Pourquoi on le prend à ce point au sérieux, Sade? Pourquoi il a été autant lu? Pourquoi il est au cœur, de la pensée? Il est au cœur de la pensée parce qu'il amène une question qui a été, refoulée, que personne ne voulait voir, et on ne peut pas passer à côté de ces, milliers et milliers de pages, parce que jamais aucun auteur avant, ne s'était attaché à, construire donc, et à montrer l'extension et la puissance de cette passion sadique, qui habite l'homme. Donc là, c'est un hapax, c'est quelque chose, un hapax, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, quelque chose de nouveau arrive dans l'humanité. Voilà, c'est posé sur la table, la passion sadique est posée sur la table. Avant donc, les sadiques vivaient leur passion. Lui, il peut plus vivre puisqu'il est emprisonné. Donc il l'écrit et il la donne à voir aux autres. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On ne sait pas quoi en faire. C'est pourquoi on l'enferme. Il sera enfermé, je vous l'ai déjà dit, mais ça va plus loin que ce que je vous ai déjà dit, il aura été enfermé pendant la monarchie absolue, pendant la République, pendant le Consulat et pendant l'Empire. Il aura été enfermé donc dans les différents régimes politiques qui se sont succédés en 20 ou 30 ans en France. Et il aurait été enfermé parce qu'il donne à voir quelque chose que personne ne voulait voir. Et donc, après cet enfermement physique dans les prisons, dans les asiles, parce qu'il finit sa vie dans l'asile de Charenton, il aura été enfermé dans le second rayon des bibliothèques privées, où des libertins allaient voir dans le second rayon pour se chauffer un peu les esprits en lisant Sade. Et il aurait été enfermé dans les bibliothèques publiques, dans ce qu'on appelle l'enfer des bibliothèques publiques, parce que la cote enfer existe. C'est des livres qu'on ne doit pas donner aux tout venants. Donc, il est enfermé dans toute sa vie, il est enfermé dans tout le 19e siècle, dans ces bibliothèques privées, bien cachées, ou dans l'enfer des bibliothèques privées. Et il y a un moment donné où un certain nombre d'intellectuels, que je trouve courageux, se disent: «Mais qu'est-ce qui se cache là?» Et donc commence, à partir, je fixe cette date à 1929, une exploration sur qu'est-ce que c'est que ce Sade a voulu signifier, montrer, dire. Parlons-en de 1929, parce que vous montrez qu'à ce moment-là, il a été, effectivement beaucoup lu par des gens très, très influents. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'en 1929, on va voir et redécouvrir chez Sade? Oui, alors, justement, on s'interroge heu, sur ce qui apparaît comme, cette passion sadique que personne ne voulait voir. Ça commence par, des biographes, donc il y a Maurice Haine, il y a, Gilbert Lely, il y a Maurice Levert qui vont retrouver des textes, reconstituer un corpus, de textes, publiés, édités. C'est la première fois qu'une première édition, va être faite de ce texte
terrifiant de Sade qui s'appelle Les 120 journées de Sodome. Et donc, ça, c'est d'un côté, du côté donc de ceux qui auront constitué le corpus sadien qui était dispersé, et puis il y aura les penseurs. Alors, parmi les penseurs, on trouve Bataille, qui s'est toujours intéressé aux choses extrêmes chez l'homme. L'érotisme, le mysticisme, le sadisme, etc. Qu'est-ce que c'est que ces pratiques donc humaines qu'on préférerait ne pas voir, mais qui existent? Ensuite, il y a Glossowski, qui était dominicain, mais qui s'intéresse beaucoup à Sade et qui se dit: «Que faire avec Sade?», qui écrit un premier livre qui s'appelle «Sade, mon prochain». C'est-à-dire, on ne peut pas laisser partir comme ça, il faut le récupérer dans la communauté humaine, savoir ce qu'il veut dire, etc., etc. Alors ça, c'est du côté français, ça se continuera avec Foucault, qui aura été un lecteur attentif de Sade et un peu sadien sur... Qui n'était pas très critique de ça, de lui. Non, 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 parce que pour Foucault, c'était Sade montrait le désir dans sa nudité, donc il fallait vraiment respecter et dire Sade. Donc, tous ces, jusqu'à ces, bon, les choses les plus illisibles. Alors ça, c'est du côté français. Et du côté allemand, et il y aura Adorno et Horkheimer qui ont publié dès 1944 ce texte extraordinaire dont je fais grand cas dans mon travail, qui s'appelle La dialectique de la raison, où ils observent donc, ce sont les premiers à observer la correspondance entre Mandeville, par qui naît le premier capitalisme sous sa forme industrielle, et puis le rapport à Sade, qui va se développer jusqu'à ce qui s'est passé dans leur pays, c'est-à-dire l'Allemagne qui est devenue nazie, et qui se sont donc avisés qu'il y avait une dimension sadique dans le nazisme. Évidemment, ils n'ont pas pu faire ça en Allemagne, d'autant qu'ils avaient l'un et l'autre des ascendances juives, donc il était mieux qu'ils partent ailleurs, et c'est aux États-Unis qu'ils ont construit leur travail, qui a été publié en 1944, mais traduit seulement en France, livre très important, mais traduit en France seulement en 1872, si mes souvenirs sont exacts. C'est dommage parce que il aurait pu apporter aux penseurs français dont je viens de parler des éléments que ces penseurs français n'avaient pas compris, et ils auraient pu mettre en relation donc la première forme du capitalisme et puis l'évolution du capitalisme qui toujours au fil du temps jusqu'à aujourd'hui intégrait des éléments sadiens. C'est-à-dire que ce que je veux dire, ce que je montre dans ce livre, c'est que le capitalisme, depuis, dans sa forme moderne, hein, le capitalisme industriel, depuis le début du XVIIIe siècle, est doublé, c'est-à-dire l'économie politique du capitalisme, qui commence avec Mandeville, qui se continue avec Adam Smith, est doublé par une économie libidinale sadienne. Et j'essaie de montrer dans ce livre que le premier capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme de production, celle qui met l'ouvrier dans l'usine pour le faire produire, etc., et contient une dimension sadique dans la mesure où il faut prendre à l'autre quelque chose, lui prélever quelque chose. Ce prélèvement, c'est le prélèvement de la plus-value, dont Marx fera grand cas, puisque c'est avec le prélèvement de la plus-value que se constitue le capital, et c'est le prolétaire qui produit cette plus-value qui est prélevée pour constituer le capital. Donc là, et c'est très intéressant parce que dans le livre premier du Capital, Marx décrit justement ce capital comme un vampire qui prélève des gouttes de sang du prolétaire pour constituer donc ce capital. Donc on a véritablement une dimension déjà sadique dans le premier capitalisme. Je travaille aussi sur le second capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme non pas seulement de la production, mais de la consommation, qui a été créé dans les années 1920 et surtout après la crise de 1929, et encore plus
après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, avec ce capitalisme de la consommation qu'on a appelé welfare capitalism, c'est-à-dire le capitalisme du bien-être, qui a été en gros, disons, je fais très vite, mais qui a été en gros inventé par Ford, hein, celui qui construisait les fameuses Ford T, et qui a dit non seulement il faut que les ouvriers produisent, en capitalisme de production, des Ford T, mais il faut que ces mêmes ouvriers puissent profiter des Ford T qu'ils produisent, puissent les acheter. Et donc, c'est comme ça que une part de la plus-value prélevée a été, en quelque sorte, avec le capitalisme de la consommation, rétrocédée au producteur qui est devenu le consommateur. Mais le prix, c'était le formatage du désir du consommateur. C'est-à-dire, on dit au consommateur, je sais mieux que toi ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ma Ford T. Ce n'est pas que il puisse exister des tramways dans la ville qui te promènent sans polluer, etc., etc. Non, c'est des Ford T. Il en faut beaucoup, il faut construire beaucoup de routes, il faut construire des autoroutes, il faut mettre de l'essence dedans, il faut développer la... Donc voilà, c'est ce capitalisme-là qui a imposé un certain nombre de formes aux consommateurs qui s'est mis à, mais il ne pouvait pas faire autrement, désirer ces objets marchands qui étaient proposés sur le marché de la consommation. Donc la publicité, le marketing, c'est aussi une forme de Oui, sadisme. voilà, c'est ça. Alors, on a un grand nom, évidemment, dans la construction de ce marketing, c'est Edward Bernays, qui s'est pensé comme le psychanalyste des entreprises pour que les entreprises produisent des objets manufacturés, des objets marchands, correspondant au supposé désir du consommateur. Et quand ce désir n'existait pas, ben, il fallait le créer de toutes pièces. Et ça a pu se généraliser parce qu'on a pu vendre aux consommateurs des choses qu'ils ne désiraient pas nécessairement, mais on a pu lui vendre aussi des hommes politiques, des idées qu'il n'avait pas et dont on lui assurait qu'elles étaient absolument siennes et que ça correspondait à ses désirs profonds. C'est quand même le début d'une manipulation de masse extrêmement profonde. Donc, vous voyez, premier capitalisme, production, deuxième capitalisme, consommation, avec donc la manipulation de masse du désir de ces consommateurs. Et on arrive maintenant à un troisième capitalisme, c'est le capitalisme tech, high-tech, big tech, qui fonctionne avec ces réseaux sociaux qui donc promettent à l'usager de ces réseaux sociaux de pouvoir dire tout ce qu'il veut sans aucune limite, surtout pas de limite. C'est ce qu'on appellera le free speech. Hein. Monsieur Vance est venu en Europe pour dire il faut laisser les gens dire ce qu'ils veulent, etc. Et ça va même très loin à l'heure actuelle, puisque ces réseaux sociaux, certains fonctionnent comme de véritables écoles de la perversion, au sens où on invite celui qui est devant le réseau, devant son ordinateur, à pouvoir dire tout ce qu'il veut sans inhibition. C'est-à-dire, il faut que tu puisses t'autoriser tout ce que tu veux. C'est déjà un peu sadique ou sadien. Fais ce que tu veux. Il n'y a pas de limite à ce que tu dois pouvoir dire et faire. Il n'y a aucune limite. Si tu veux, pour t'amuser, jouer au harceleur, au violeur, aux nazis, tu le peux. Il y a même un réseau qui s'est spécialisé là-dedans, qui s'appelle 4chan, dans lequel vous pouvez jouer, entre guillemets. Il y a un côté ludique. C'est comme ça qu'on attrape ces usagers pour les prendre justement dans ces réseaux pervers. On leur propose de jouer de façon complètement désinhibée et de fonctionner en suivant toutes leurs passions et pulsions. Et ça donne des résultats qui sont ceux des réseaux sociaux. C'est la propagation de la haine de l'autre, de la haine en ligne. Mais quand vous n'êtes plus en ligne, la haine reste, elle déborde du réseau social pour se déverser dans le social. Et je crois qu'on observe en ce moment un certain nombre de ces débordements, de choses qui débordent des réseaux sociaux, qui promeuvent cette haine de l'autre et qui atteignent maintenant les individus dans leurs relations sociales.
Ça, c'est le troisième capitalisme tech, qui est porteur de projets politiques, à mon avis, je dirais fascisants. C'est pas un hasard que, heu, Twitter, quand il a été racheté par Elon Musk, s'est mis à fonctionner sur le mode 4chan. C'est-à-dire pas de limite à ce que j'ai le droit de dire ou de faire. Heu, C'est-à-dire que cela, permet donc, un fonctionnement totalement pulsionnel et le fonctionnement pulsionnel, lorsqu'il n'est pas tenu, dans un certain nombre de limites sociales, et ben, il peut aboutir à, des effets de débordement sur l'autre, des effets sadiens ou sadiques de débordement sur l'autre. C'est là où la passion sadique se manifeste par l'idée de prendre à l'autre quelque chose de son être, pour en jouir. Donc on retrouve quelque chose d'une dimension sadique dans ce troisième capitalisme. Ce qui est très intéressant, c'est que on trouve dans le texte de Sade, le texte lui-même de Sade, des éléments venus de Mandeville et des éléments venus de Adam Smith. Ça n'avait, si je puis me permettre, jamais été repéré auparavant, et on comprend pourquoi. Parce que on n'a jamais fait le rapprochement entre l'économie, jamais véritablement, entre l'économie politique, du capitalisme et l'économie libidinale. On avait des lecteurs de Sade qui analysaient Sade, on a donné des noms tout à l'heure, et on a des, spécialistes de l'économie politique, lecteurs de Adam Smith, de si, il y a des milliers de livres sur Adam Smith. Mais, le rapprochement entre les 2, non. Or, on trouve dans Sade du Adam Smith. Dans la définition du travail, il reprend la définition de Adam Smith. C'est le temps de travail, Sade. Voilà, c'est le temps de travail qui, donc définit la valeur d'une, marchandise. On retrouve la proposition centrale de Adam Smith dans son livre principal, La richesse des nations, le fameux traité sur la richesse des nations, 1777. Vous savez, cette partie, où, Smith dit: «Voilà comment ça doit fonctionner la richesse. Donne-moi ce qui m'intéresse de ce que tu produis et je te donnerai ce qui t'intéresse de ce que je produis, et comme ça, la richesse s'accroîtra». On la retrouve, cette formule, ça n'avait jamais été repéré avant que je ne le fasse, et je suis content de ma découverte, c'est pourquoi je vous la dis, parce que ça montre la présence d'une économie libidinale dans l'économie politique du sadisme. Donne-moi cette partie de ton corps qui m'intéresse et je te donnerai cette partie de mon corps qui t'intéresse. Donc il fait un jeu, vous voyez, en repiquant des parties de Smith qu'il dissimule dans son texte, de la même façon qu'il reprend des parties sur le vice et la vertu, vice public, vertu publique, vice privé et vertu publique, qu'il reprend dans son texte, ce qu'il fait tenir, des propos qu'il fait tenir littéralement à un certain nombre de héros sadiens. Mais Sade est très familier de cette procédure parce que on retrouve quantité, je vous l'ai dit, un grand lecteur, et on retrouve quantité de ses lectures, Rousseau, d'Holbach, sur l'athéisme, etc. On retrouve des parties entières copiées dans le texte de Sade. Et on n'avait pas repéré ces textes qui venaient de l'économie politique. Et donc, je crois que c'est fort intéressant parce que ça permet de comprendre justement comment cette économie politique capitaliste est doublée par une économie libidinale sadienne. Oui, dès le début, c'est présent. Or, ce qui est très dommage, c'est que maintenant, nous avons des grands spécialistes. C'est la division actuelle des savoirs, hein. Nous avons des gens très spécialisés dans le côté littéraire et ça, des gens très spécialisés sur le côté économie politique, Smith-Mansfield, mais il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc on voit pas. Vous faites aussi un lien qui est très intéressant entre le sadisme et la science. Vous montrez que, quelque part, le sadisme, c'est pas uniquement vouloir la destruction de l'autre, mais c'est vouloir la destruction de tout. Et en ça, la science telle qu'on la connaît depuis un siècle a quand même ouvert le champ des possibilités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça?
Oui, bien sûr, oui, 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 bien sûr. Parce que, j'ai essayé de montrer que, le texte de Sade était tenu par un certain nombre d'axiomes et dans ces axiomes, j'ai fait je vais vous les lire parce que comme ce sont des axiomes, il faut être très, très précis comme c'est géométriser Sade d'une certaine façon, ce que j'essaie de faire. Premier axiome: la nature jouit par la destruction violente. Deuxièmement, je suis le produit de la nature, donc je dois, impératif catégorique, satisfaire à toutes ses exigences, dont le meurtre. 3. Aucune loi morale ni aucune religion ne vaut face aux injonctions de la nature auxquelles je suis tenu d'obéir. 4. La science doit être enrôlée dans les processus de destruction voulus par la nature. 5. Puisqu'il faut en finir avec le genre humain, il faut aussi en finir avec la différence entre les sexes et tout ce qu'elle implique. Donc vous voyez que là, l'axiome 4, ça figure dans le texte sadien, il y a des références très très claires à aux auteurs, aux grands auteurs de son époque, Lavoisier par exemple, où il montre comment la science doit être enrôlée pour les processus de destruction. Il y a, par exemple, un personnage qui s'appelle le chimiste Almany, ça doit être dans la Nouvelle Justine. Et Almany, qui se dit le chimiste, contemple une éruption de l'Etna. Je ne vous laisse pas, je ne peux pas vous dire les gestes qu'il accomplit en même temps que l'éruption de l'Etna, mais il y a d'autres éruptions qui se passent chez lui, et il est tellement émerveillé par l'éruption qu'il dit: «Je veux prendre ce processus de l'Etna pour le maîtriser, le transformer et faire exploser toutes les régions du monde que je voudrais faire exploser les villes.» Un siècle et demi après, c'est l'invention de la bombe atomique, qui permet exactement de faire exploser des parties entières choisies de notre monde commun pour le pulvériser. Donc, vous voyez, cet enrôlement de la science dans le projet de destruction sadienne, de destruction qui se complète d'un projet de tentative de reconstruction autrement, avec un homme beaucoup plus puissant et de préférence sans femme. Il le dit quelque part dans son texte, je le reprends, c'est: «Il y a eu une erreur de la création par la création des femmes. Donc il faut pouvoir perpétuer l'espèce sans passer par les femmes.» Et les femmes subissent dans les textes de Sade des outrages terrifiants. Souvenez-vous, si vous l'avez lu, du sort de la mère d'Eugénie, madame de Mistival, que je ne peux pas vous dire tellement c'est épouvantable, mais bon, il y a un sort qui est réservé, aux femmes pour que se crée donc, cette puissance masculine ou masculiniste, comme on dirait maintenant, puisque les masculinistes aujourd'hui reprennent d'une certaine façon quelque chose de ça, de ce fantasme, de l'éradication de la différence des sexes pour se reconstituer en être plus puissant, heu, en cesser avec la, reproduction sexuelle pour passer par une reproduction scientifique, améliorée, maîtrisée, d'amélioration de l'espèce, et cetera. Ce sont des fantasmes qui accompagnent depuis un siècle et demi, 2 siècles, le développement des sciences fortes, qui peuvent rendre à l'occasion certains services à l'humanité, mais il faut jamais oublier l'arrière-fond de maîtrise de processus naturels pour pouvoir s'en emparer et les reconstruire autrement. On voit aussi la multiplication en ce moment, surtout des discours pro-guerre, où on nous explique après avoir, comment dire, annihilé tous les récits collectifs qu'il faut envoyer nos enfants mourir à la guerre. Ça aussi, c'est du sadisme. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que, donc, l'idée de la nécessaire, préparation à la guerre, il faut que on se prépare à voir vos enfants, mourir, c'est quand même, entrer dans proposer l'entrée dans une époque de destruction mutuelle, des humains. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être mieux à faire que d'entreprendre
de se détruire, mutuellement jusqu'au dernier, parce qu'on a les moyens de le faire maintenant. La prolifération atomique, il y a maintenant, 10 nations, qui possèdent une, bombe atomique et un certain nombre d'autres qui cherchent. C'est quand même des projets de tentative d'annihilation de l'autre et comme ces projets sont mutuels, eh bien, on rentre dans ce discours que j'ai analysé comme étant le discours sadique de la dissuasion. Si tu appuies sur le bouton, j'appuie sur le bouton et on mourra tous les 2 et on s'approche alors, ça a été présenté longtemps d'une façon positive. Si tu appuies, j'appuie, donc on n'appuie pas. Mais, il est en train de se passer quelque chose dans le discours de la dissuasion. Je suis en relation avec des gens qui travaillent, qui sont des très hauts spécialistes qui travaillent sur ces questions depuis longtemps et ils observent aussi des modifications dans le discours de la dissuasion. Par exemple, le fait qu'on puisse fabriquer des bombes, atomiques tactiques, pas qui explosent, mais localement, comme ça. Donc est-ce que ça engagerait dans un conflit? Oui, personne ne sait. Avec aussi le risque, d'accident, puisque dans ces processus hautement sophistiqués, on ne maîtrise pas tout. Il suffit qu'un avion, vole avec une bombe à bord, tombe d'une certaine façon, mette à feu le dispositif pour que, quelque chose se déclenche. Une mésinterprétation de la volonté de l'autre. Celui-là, il veut déclencher la guerre, donc je la déclenche avant lui. Mais bon, c'est ça là, le discours sadique de la dissuasion sous la terreur duquel on vit. Pour l'instant, il y a encore une retenue mais c'est la dernière retenue qui reste, et elle s'amenuise de jour en jour, dans le discours, de préparation, à la guerre et à la guerre atomique dans laquelle nous sommes entrés. Donc nous sommes entrés, je le répète, dans une époque sadique, qu'il faut en prendre absolument toute la mesure dans tous les domaines. Mais donc, si on va au bout du programme sadique, on va vers l'effondrement. Oui, j'aimerais bien me tromper. Heu, je constate, je l'ai dit, que la culture actuelle, si on peut appeler ça culture, la culture des réseaux, propage la haine, qui finit par, sortir des réseaux et passer dans le social. La haine de ces plateformes et de ces réseaux déborde dans le social, puisqu'il y a plus de culture maintenant qui, retient. C'est-à-dire la retenue, ce qui me fixe dans l'idée d'observer un certain nombre de règles, celles que, par exemple, Orwell appelait la common decency. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que l'autre ne peut pas me faire. Cette prescription est en train de s'effondrer. On doit me laisser faire tout ce que je veux, sinon on inhibe ma liberté. Est-ce qu'il n'y a pas encore une place pour l'empathie? Ah bah oui, alors l'empathie, quand on sollicite des gens devant des malheurs, oui, il y a encore une partie de leur âme qui répond. Il y a leur âme raisonnable, qui répond en disant: Cet autre-là, il est comme moi. Donc cet autre, c'est moi, il faut que je l'aide s'il se trouve dans une situation difficile. Donc oui, Dieu merci, ça existe. Parce que, je le redis, il n'y a pas qu'une seule âme, il n'y a pas que l'âme sadique, heureusement, sinon se serait exterminé depuis longtemps. Il n'y a pas que l'âme, démonique en l'homme, il y a l'âme, raisonnable qui, me sert en principe à maîtriser mes passions et mes pulsions. Mais si ce travail d'éducation n'est pas fait, qui me permet de maîtriser mes propres passions, alors ces passions ne peuvent que ressortir sous des formes parfois, incontrôlées. Je ne le veux même pas et c'est déjà sorti. C'est ce qui apparaît avec les phénomènes actuels, que j'ai essayé de repérer aussi, de violence gratuite, qui se manifestent dans le social. Vous prenez le bus, vous regardez quelqu'un, il vient vers vous: «Pourquoi tu m'as regardé de travers?» et il commence à, vous taper dessus. Il y a un grand pédopsychiatre qui a beaucoup travaillé sur ce phénomène-là, ça fait 30 ans qu'il travaille là-dessus, qui s'appelle Maurice Berger, qui a appelé ça la violence gratuite. Les phénomènes de violence gratuite sont en train de se généraliser, dans nos sociétés, occidentales, en partie, à cause,
des effets de perversion qui se répandent par les réseaux sociaux, en partie aussi par des raisons culturelles qui fait qu'ils appartiennent à des subcultures qui souvent entretiennent l'idée d'une inégalité entre l'homme et la femme. Donc, dans ces cultures, il est normal qu'un homme batte sa femme. Le problème, c'est que cette femme, c'est la mère d'un enfant, et que quand l'enfant voit sa mère battue, son seul refuge est comme anéanti. Et donc, il entre dans une période de désarroi, de laquelle souvent, et je reprends les termes d'analyse de ce pédopsychiatre, il ne se sort qu'en reprenant la position du père haï. Donc il va être habité par quelque chose qu'il haït, mais qui va porter en lui et qui va déborder de lui et se projeter dans le social. Ces phénomènes de violence gratuite sont extrêmement fréquents. On ne respecte plus maintenant les formes élémentaires de la civilité. Ça se voit par exemple avec le nombre des refus d'obtempérer. C'est pas une histoire, hein, les refus d'obtempérer. C'est pas pour terroriser les gens, c'est une réalité. Et donc, on n'observe plus la tenue ou la retenue qu'un représentant de la loi, déjà, il faudrait qu'il y ait une loi interne qui puisse m'empêcher de faire un certain nombre de choses. Et puis, deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un respect pour la loi externe qui est figurée par exemple, celui qui incarne la loi dans une communauté parce qu'il est payé pour faire respecter la loi. Souvent, il n'y a plus de loi interne et on ne respecte plus la loi externe. Donc, il y a ces phénomènes de prolifération de la violence gratuite avec des jeunes qui sont maintenant livrés à eux-mêmes sans limite. Ils pensent avoir le droit de tout faire et de tout dire et ils sont les meilleurs candidats à entrer ensuite dans des bandes de narcotrafic qui recrutent évidemment ce type de profil qui n'hésite pas à régler son compte à son prochain pour la moindre broutille. Donc il y a une saturation dans le social, vous voyez, ça gagne le social profondément dans le social. Donc voilà, c'est pourquoi je suis extrêmement inquiet. Je voudrais, vraiment mon vœu, c'est de me tromper. Et ce que je vois en ce moment me dit: «Non, tu as repéré quelque chose qui est en train de se passer, il faut que tu avertisses, tes congénères, c'est ton boulot de philosophe d'avertir tes congénères que nous sommes entrés dans une époque hautement, dangereuse, qui, donc voit la possible destruction, de l'autre, que ça soit mon prochain, que ça soit un pays, comme une possibilité à laquelle je peux avoir recours sans problème. En plus, l'effondrement, du droit international, actuel dans le monde, ne peut que renforcer ce type de fonctionnement pulsionnel. Nous ne sommes plus dans un fonctionnement symbolique, c'est-à-dire maîtriser est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, mais il faut que je le fasse parce que ça me dépasse, c'est plus fort que moi. C'est souvent ce que répondent ces jeunes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était plus fort que moi. Il n'y a rien qui les contrôle et ils ne veulent obéir à rien qui puisse les contrôler, même en eux-mêmes, même un autocontrôle. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'alarmant à voir le sadisme se diffuser dans des espaces de pouvoir, donc dans des conseils d'administration des entreprises, à la tête des États, à la télévision? Comment ça se fait? Mais écoutez, bien sûr, c'est ce qui est le plus terrifiant à l'heure actuelle, c'est, évidemment, des fonctionnements, sadiques qui peuvent exister, dans des instances qui sont des instances de gestion, de direction et cetera et qui se mettent à fonctionner de façon sadique. De la même façon que, ce qu'on voit apparaître avec, l'apparition d'un certain nombre de personnages type, Poutine, type, Trump, qui s'autorisent, qui ne se posent aucune limite et qui s'autorisent tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent et qui peuvent donc annoncer, que, après avoir pris, le Venezuela et s'être
avoir repris leur pétrole. Parce que le pétrole du Venezuela, il appartient aux États-Unis. C'est ça le discours de monsieur Trump. C'est mon pétrole. Vous m'avez pris mon pétrole qui est au Venezuela et donc il m'appartient. Je le reprends et je vous annonce bientôt que je vais faire pareil avec le Groenland. Donc ceci sera une autorisation donnée à monsieur Poutine pour qu'il conquiert par la force les pouvoirs qu'il veut conquérir et qu'il se livre à sa passion sadique, prendre à l'autre pour en jouir. Ce qui est terrifiant, c'est que à l'époque de Hitler, quand Hitler a commencé à conquérir des nations ou des États, des pays voisins, comme par exemple l'Autriche en 1938, l'Anschluss, avec l'annexion de l'Anschluss, puis ensuite les Sudètes, qui donnait porte, qui ouvrait la porte sur la Tchécoslovaquie, ensuite mainmise sur la Tchécoslovaquie, puis ensuite avec les accords de Munich qui ont accepté ceci, puis ensuite la Pologne, avec les conséquences que l'on sait, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nous avions un impérialisme sadique fou, nous avions un Troisième Reich. Maintenant, nous en avons trois. Nous avons un empire, ce que j'ai appelé le quatrième Reich national capitaliste trumpien. Nous sommes entrés, puisqu'il reprend exactement les mêmes voies que celles de Hitler, accaparer des pays voisins en l'annonçant. Nous avons la Russie de Poutine et nous avons possiblement, encore qu'elle fait preuve, semble-t-il, de plus de modération, la Chine de Xi Jinping. Donc nous avions autrefois un empire sadique, nous en sommes avec 3 maintenant. Donc voilà ce qui me rend fort inquiet pour l'avenir prochain de l'espèce humaine. Je voulais intituler mon livre Pour en finir avec le genre humain. Je crois que c'est le projet sadien dans lequel nous sommes embarqués. Il y a un projet pour en finir avec et pour nous promettre autre chose. Nous renaîtrons en surhomme. Ben oui, mais il faudra la mort de l'homme tel qu'il est. Nous renaîtrons en ayant tué la mort en nous. Ben oui, mais nous serons tués aussi en même temps. Donc, vous voyez mon inquiétude par rapport à tout ce qui est en jeu maintenant. Comment se sortir de tout ça? Reconstruire une culture qui émet des lois auxquelles nous serions tenus d'obéir, parce que c'est pour la pérennisation de l'humanité. C'est pas pour s'amuser à avoir des lois. C'est pour signifier que les individus ou les États ou les conseils d'administration ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont tenus d'observer des lois pour que ça dure, que ça perdure. Mais maintenant que le sadisme est en quelque sorte institutionnalisé, qu'est-ce qui fait que certains individus arrivent à y résister et d'autres y succombent? Oui, bah oui. Écoutez, moi je pense que là encore, la culture est une forme importante parce que euh, cette culture donc qui prend plusieurs formes et qui ont été bien données par les philosophes des Lumières, par Kant, c'est-à-dire l'idée qu'on doit considérer l'autre en lui-même et non pas comme un moyen pour assouvir ses propres fins. Donc là, il y avait l'idée d'une loi morale, d'une loi du respect de l'autre. Ça s'est organisé sous des formes multiples au cours de l'histoire, jusqu'à des formes populaires qui ont été repérées par Orwell, la common decency, par la fameuse règle d'or que tout le monde à peu près normalement constitué suit. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Donc voilà des formes simples de cette loi. Donc ceux qui sont encore installés avec cette idée symbolique, je pense qu'ils peuvent résister à cette pulsion, c'est la poussée, pulsion sadique qui déferle dans le monde et dans les individus en ce moment. Et ceux qui sont faibles par rapport à cette, ces façons de faire avec avec cette pulsion sadique risquent d'y succomber.
Donc, il faut renforcer, heu, l'éducation, le respect, de l'autre, des lois et cetera, pas toutes les lois, parce que certaines lois sont des lois de domination. Mais là encore, je pense que les auteurs allemands, notamment ceux que j'évoque souvent, ceux de l'école de Francfort, avaient très, très bien vu cela. Je ne suis pas en train de prêcher la soumission aux lois, c'est absolument pas ce que je fais. Je suis, un penseur de la suite de l'école de critique, de la pensée critique, de l'école de Francfort, dans lesquelles il y avait Marcuse, qui a publié en 1965, si je me souviens bien, un livre formidable qui s'appelait Eros et civilisation, dans lesquels il disait: «Il y a une répression pulsionnelle nécessaire pour que les gens vivent ensemble sans se détruire». Et puis il s'est mis là-dessus des répressions additionnelles. Le capitalisme, l'oppression des hommes sur les femmes, et cetera. De tout ça, il faut se libérer, mais il faut garder, donc la répression pulsionnelle nécessaire. C'était aussi, la problématique, freudienne. C'est pas un hasard si, ils étaient aussi marxistes et freudiens dans l'école de Francfort. Permettez-moi, si vous me permettez, de relier, cette partie dont j'ai fait l'exergue de Freud et qui annonce bien ce qu'il en est. L'homme n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. C'est une définition quasi sadienne de l'homme. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Freud, 1929, c'est-à-dire juste avant le déclenchement du nazisme. Et il ajoute ceci: quand les forces morales qui s'opposaient à ces manifestations et jusque-là les inhibaient ont été mises hors d'action, l'agressivité se manifeste de façon spontanée et démasque sous l'homme la bête sauvage qui perd alors tout égard pour sa propre espèce. Je crois que nous arrivons à un moment de faillite de ces forces, morales ou autres, ou juridiques ou symboliques, qui installent et instituent la retenue nécessaire au fonctionnement des relations humaines. Dans le livre, vous opérez aussi une analyse très intéressante du roman American Psycho, Oui. dont le héros est d'ailleurs devenu un symbole pour les jeunes hommes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ce roman nous apprend de notre époque? Alors, ce roman nous apprend beaucoup de choses. Ce roman a été publié, en 1991, à l'époque donc de Reagan et à l'époque donc, de l'apparition de cette, classe de jeunes hommes, arrogants et puissants qu'on appelait les, yuppies. Pas les hippies, hein, c'est le contraire des hippies, c'est les yuppies. C'est ceux qui ne pensent qu'à, donc devenir plus riches, plus performants, et cetera, et cetera. Et donc ça raconte l'histoire d'un youppie qui s'appelle Patrick Bateman, qui est, trader à Wall Street le jour et tueur en série la nuit. Et donc Bret Easton Ellis, l'auteur de ce livre étonnant, heu, montre bien que ça fait couple, le fait d'être, trader et tueur en série. Parce que le boulot du trader, c'est de dépecer le concurrent, de lui faire toutes les misères que vous voulez, de le torturer et cetera, de l'aspirer, de lui piquer son argent et cetera. Donc ça fait couple d'être trader et d'être tueur en série. Simplement, il le fait lui d'une façon, non métaphorique mais littérale. Et figurez-vous que ces, traders des années Reagan ont déjà à l'époque un héros qui s'appelle, vous savez, Donald Trump, qui à l'époque se fait construire une immense tour dans des conditions, hors la loi, hors les lois du travail, hors les lois environnementales, exposé manifestement auprès de tout le monde et qui devient donc le héros de ce groupe de yuppies. Et ces yuppies, c'est ce que j'analyse dans mon travail, qui
continueront ensuite, leur, façon de dépecer l'autre, jusqu'à ce qu'arrive, la crise de 2008, de laquelle nous ne sommes pas encore remis. Pourquoi? Parce que dans leur projet de prendre à l'autre, de façon sadique, quelque chose qui de leur avoir, pour se l'approprier et pour en jouir, ils ont monté un certain nombre de coups, à l'aide des banques dans lesquelles ils travaillaient. Heu, le coup, ça a été de dire aux individus qui n'avaient pas beaucoup d'argent: «Vous êtes pauvres, mais vous allez de je vous offre la possibilité de devenir très riche. Vous voyez cette maison? Cette maison, elle coûte 1 million de dollars. Dans 3 ans, elle coûtera 4 millions de dollars. Vous n'avez pas d'argent? Alors je vous prête 1 million de dollars.» Évidemment, il va falloir payer un peu plus cher pour le versement des primes. Ça s'appelle les subprimes, des primes plus chères qui font gagner à la banque. Ça a marché au début, heu, c'est-à-dire que des gens ont gagné beaucoup d'argent et puis, à la fin, il y a ce qui s'est formé, ce qu'on appelle généralement une bulle immobilière. Donc les maisons sont devenues invendables et les maisons devenant invendables, heu les gens qui devaient vendre n'ont pas pu, à nouveau pu rembourser leur emprunt et donc les banques qui devaient recevoir ces subprimes n'ont plus rien reçu. Donc les banques ont commencé à péricliter. C'est-à-dire que des banques, ont commencé à avoir, au lieu d'avoir des actifs, ont eu des passifs, c'est-à-dire des dettes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième coup, j'appelle ça dans mon livre des cassades. Cassade, c'est la façon de couillonner l'autre. Et il y a des couillonnades qui sont des couillonnades, locales avec l'autre qui passe pas loin, mais il y a des couillonnades mondiales aussi. Et là, ça a été une couillonnade nationale qui a diffusé dans le monde, entier parce que, donc on a les traders, ces fameux traders, ont vendu ensuite, ces, titres qu'ils avaient, on a appelé ça la titrisation, la fameuse titrisation, qui contenait, une bonne partie de titres, pourris, c'est-à-dire des dettes au lieu d'avoir, au lieu d'actifs. Et ils ont revendu ça à d'autres banques, qui ont acheté des dettes alors qu'ils croyaient s'enrichir. Et donc ça a déstabilisé complètement le système, financier international. Et là, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Troisième cassade, eh ben, il a fallu faire appel aux contribuables privés pour dire: «Écoutez, le système, bancaire mondial est en train de s'effondrer. C'est 1929 qui recommence avec toutes les conséquences de 1929 qu'on connaît, les guerres mondiales, les dévastations de population, l'effondrement, le chômage de masse et cetera. Donc il faut que les braves contribuables remboursent les banques». Les braves contribuables ont remboursé les banques, par l'intermédiaire de l'État et donc l'État a donné de l'argent aux banques qui avaient construit ces dispositifs de spoliation, de prédation et de vol et l'État s'est trouvé, puisqu'il a remboursé les banques, endetté, ce qui a créé les fameuses dettes souveraines que nous traînons encore maintenant en France, mais pas seulement en France, partout dans le monde et qui fait qu'on est obligé de réduire l'État dit providence, donc toutes les mesures qui, donc permettent tempérer un peu les inégalités, sociales par certaines formes de redistribution. Donc, vous voyez, c'est ça qui s'est passé à partir de ces traders si bien décrits par Bret Easton Ellis. C'est un coup mondial qui a fait que les États, maintenant, se trouvent, déficitaires, ne peuvent plus entreprendre un certain nombre de projets et maintenant, ces États doivent l'argent, de ces dettes à ces banquiers qui ont été renfloués par les États. Donc ça, il faut quand même le démontrer, le montrer ce processus, vous voyez? Et là, je pense que c'est un fonctionnement sadien dans la finance, à quoi, on a eu affaire et qui a placé le monde dans l'état dans lequel, au plan bancaire et financier, dans lequel il est maintenant et les États en grande difficulté. Les États qui étaient les États représentants
de l'ensemble de la population. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous expliquez à juste titre que, si ce roman devait sortir demain, il serait probablement censuré. Mais donc on a l'impression de cohabiter avec, d'une part, une forme de puritanisme inquiétant, de la censure, et puis d'autre part, bah, comme vous l'avez montré, du sadisme et une désinhibition qui est quand même sans précédent. Comment ça cohabite? Ben oui, écoutez, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Heu, il y a 2 mois environ, un ami m'alerte et me dit: «Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as vu le marché», on appelle ça marketplace, place de marché, comme Amazon est un marketplace. Bon, c'est un marketplace virtuel. Le marketplace Chine, plus d'autres marketplaces, mettent en vente des poupées dont je ne peux pas décrire l'usage, mais c'est réservé aux adultes et c'est terrifiant. Et je lui dis: «Oui, j'ai entendu parler de ça, mais je voudrais voir quand même l'annonce, comment ils ont présenté ça». Et il me dit: «Bah, écoute, je vais te retrouver je vais te faire une photo et puis, je t'envoie ça pour que tu vois l'annonce qui a été faite». L'annonce est complètement explicite, hein. Bon, heu et pour chercher cette annonce, il va voir sur le site Chine, elle n'y est plus. Donc parce que le scandale a commencé. Ils vendent des poupées, bon, dont les adultes, hommes adultes, peuvent se servir d'une façon assez terrifiante. Et il me dit: «Écoute, je retrouve plus l'annonce, mais je vais demander à ChatGPT de, retrouver l'annonce», puisque ChatGPT, c'est voilà, il y a tout sur ChatGPT. Donc il demande à ChatGPT pour me l'envoyer et ChatGPT ne répond pas et 2 jours après, il reçoit un message sur son mail, puisqu'on est obligé de donner son mail quand on est sur ChatGPT, en disant: «Monsieur, vous avez fait des recherches sur des poupées Pan on ne peut pas soutenir votre démarche et donc vous êtes radié de l'usage de ChatGPT». Donc voilà, la juxtaposition de la proposition sadique et du fonctionnement puritain, vous l'avez exactement concentré dans cet exemple. Et hein, vous pouvez faire les 2 à la fois. Vous montrez qu'il y a du sadisme dans toutes les classes sociales, mais que ça ne s'exprime pas forcément de la même manière. Il y aura un sadisme des riches, un sadisme des pauvres, pour le dire ainsi. Comment ça se manifeste? Comment ça se différencie surtout? Oui, alors, ça a été déjà repéré, chez Sade, parce qu'il y a le sadisme de ceux qui sont au-dessus des lois, donc d'être riches, par exemple, parmi la famille de la mère, de Sade, il y avait le fameux, comte de Charolais et le comte était de la famille, royale, donc branche cadette des Bourbons et le fameux comte de Charolais admirait de Sade. Quand il dans son château, dans sa demeure parisienne, quand il voyait des ouvriers qui travaillaient sur le toit, il sortait son mousquet, c'est-à-dire à l'époque le revolver et il tirait sur les ouvriers. Heu, voilà, donc un fonctionnement, sadique, gratuit, pour aucune raison, mais littéralement, sadique. Quand, il roulait avec son carrosse, il pressait le cocher de tenter d'écraser un tel ou une telle, et cetera, et cetera. Et quand il était pris, il courait chez le roi pour se faire, pour ne pas être, enfermé et le roi, puisqu'il était de la famille royale, était obligé de le libérer et le roi disait: «Je vous lâche, mais si quelqu'un vous faisait la même, je le lâcherai aussi». Alors ça, c'est le sadisme des très riches, ceux qui sont au-dessus des lois et bon, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont au-dessus des lois puisque, quand vous voyez le niveau d'inégalité sociale dans le monde, où il y a, je crois 5 ou 6 personnes dans le monde qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, vous avez quand même des gens qui sont très au-dessus de loi et qui sont sortis de la socialité commune. Ils sont plus dans notre monde, ils sont ailleurs, ils peuvent tout se permettre et ils le font. Et puis vous avez, le très pauvre, plutôt, je pense que Marx aurait dit le lumpenprolétariat. C'est pas du tout le prolétariat. Le prolétariat a
des règles de fonctionnement, souvent qui fonctionnent avec la common decency, la solidarité, les règles de solidarité entre les ouvriers, et cetera. C'est ceux qui sont déclassés et ceux qui sont déclassés n'obéissent pas aux lois et il y a un sadisme des pauvres qui fonctionne et je crois qu'il fonctionne dans ces familles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui souvent portent des anciennes valeurs, patriarcales avec, dominance de l'homme sur la femme et qui exposent donc, comme je l'ai dit, l'enfant, aux violences, familiales du père et les violences familiales, bah, c'est comme dans toutes les familles, ça finit par sortir hors de la famille et ça se manifeste, n'importe où, quand vous conduisez dans l'autobus par des comportements, hyper violents, auxquels vous pouvez désormais, être, exposé. Alors c'est très différent ces 2 sadismes, mais l'un peut utiliser l'autre. Marx expliquait très bien que le lumpenprolétariat, ces classes déclassées, prostituées, chiffonniers, que sais-je, et cetera, voleurs à la tire, et cetera, pouvaient être utilisés comme armée de réserve par le capital quand il en avait besoin. Bah, de la même façon, ceux-là qui sont devenus peuvent se vendre à toute, forme d'utilisation par ceux qui auraient la puissance de les acheter et donc je pense qu'il y a des c'est très différent, mais il y a des connivences entre sadiennes ou sadiques entre ces, classes de très riches, ces classes de très pauvres. Vous finissez le livre sur ces mots: «Agis comme si tu n'avais à peu près aucune chance de réussir, pour la beauté du geste, pour la justice, pour la vérité, pour le désir et pour la vie». Qu'est-ce que vous auriez envie de conseiller aux gens qui veulent quand même résister à cette époque sadique? Alors, ma maxime est un peu désenchantée, mais je dis qu'il faut quand même tenir le coup, c'est agis. Agis comme même si tu n'as aucune chance, agis. Heu, je sais qu'il reste dans l'humanité une part, heu, certes, une part, de l'âme qui est sadique, mais il reste aussi une autre part et si elle est cultivée, comme je pense qu'elle a été longtemps cultivée, comme je pense que la République, heu, cherchait à la diffuser auprès, de populations extrêmement larges, je pense que tout n'est pas complètement perdu. Ceci dit, si on n'entame pas ce travail de reconstitution, reconstruction, des cultures, je crois qu'on va droit dans le mur. Mais il y a une alternative. Elle est faible encore, mais je crois qu'elle existe. J'espère. On arrive donc à la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous poser notre petite question rituelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes, mais qui mériterait d'être connu de tous? Ah oui. Bah, écoutez, je crois que votre question tombe, absolument parfaitement avec coïncide parfaitement à ce que j'ai essayé d'exprimer tout au long de cet entretien. Ce qu'on ne veut pas voir parce que c'est trop dérangeant, c'est la passion sadique qui habite l'âme, notre homme, l'âme au sens grec, hein, du terme, l'âme humaine. C'est trop dérangeant de savoir qu'on est habité par, cette, dimension et on préfère ne pas le voir. Et donc on développe souvent des attitudes, que j'ai appelées, à la suite d'études de psychologie clinique, auxquelles je me réfère, la dissociation. La dissociation, c'est le fait, heu, qu'on ne veut pas voir ce qu'on sait très bien, qu'on ne veut pas voir ce qu'on voit très bien et donc on vit de façon dissociée. Ça existe, mais je ne veux pas le voir. C'est une, dimension essentielle. Ça existait beaucoup à l'époque, dans les époques, par exemple, de haute, intensité de l'idée sadique, par exemple à l'époque nazie. Beaucoup de gens ne voulaient pas voir ce qui se passait à l'égard des Juifs. Ils étaient désignés comme sous-humanité et donc on pouvait les détruire. Voilà, ils ne voulaient des gens très bien. Ils préféraient écouter, Beethoven, lire Kant et cetera, mais ça, non, on ne veut pas voir ça.
C'est ce qu'on appelle donc la dissociation. Je pense que, pour une part, nous sommes entrés en dissociation. C'est-à-dire, on ne veut pas voir ce qui arrive. Et moi, mon travail de philosophe, c'est regarder ce que vous ne voulez pas voir. Je vous le montre sous toutes ses facettes, sous toutes ses coutures. J'en fais même la généalogie depuis les 3 siècles où cette passion est apparue. Comment elle a été dissimulée, comment elle est revenue, comment elle se manifeste maintenant. Donc, s'il vous plaît, ayez le courage de regarder ce qui se passe et tirez-en toutes les conséquences.